Bonjour à tous et merci à vous d'être présents. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez emblématique. On va explorer comment le climatique impacte toute la chaîne du risque. On va explorer en effet comment les événements climatiques impactent l'assurance et comment des solutions s'intègrent pour mieux gérer ces risques. Donc aujourd'hui, on a 4 experts qui sont présents pour parler de ce sujet. Donc on va commencer par une rapide table ronde pour que chacun d'entre eux se présente. Guillaume, je te laisse la parole. Guillaume Burel, donc moi je suis président de Weather Claim Control. On est une plateforme de météo spécialisée pour les assureurs et notamment pour la gestion des sinistres climatiques. Voilà. Merci beaucoup. Mehdi Gaël, du coup, CEO, cofondateur de Odermind, et on aide les assureurs justement à accélérer la gestion des sinistres climatiques également avec de l'IA et avec un premier cas d'usage autour de la sécheresse. Et David Shapira, cofondateur et CEO de Data4Risk, et nous on est tout ce qui est sur risque climatique et immobilier. Et Roman Hall, je travaille pour Swiss Re, le réassureur à Zurich. Et puis normalement je parle allemand ou anglais, mais aujourd'hui je vais essayer en français. Ça va aller. Merci beaucoup. Comme je le disais en introduction, donc aujourd'hui on est dans un contexte où le climat est un enjeu primordial pour les assureurs et devient de plus en plus imprévisible. Aujourd'hui il y a une intensité, une fréquence des événements qui est en forte hausse. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres clés sur l'impact de ces événements pour votre secteur particulièrement? Et je laisse la main du coup à Roman. Ouais, merci pour la question. J'ai amené un slide en fait. Sur ce transparent, on voit qu'on a une augmentation d'à peu près 5 à 8% des coûts assurés des catastrophes naturelles globales. Ce qui est aussi intéressant, on arrive maintenant à un chiffre de perte d'à peu près 100 milliards de dollars par année. Ça, c'est ce qu'on appelle the new normal. Donc, il faut s'adapter à ça maintenant. Et puis, ce qui est particulièrement intéressant, c'est plutôt les périls secondaires, c'est-à-dire, par exemple, grêle, inondation, puis aussi le feu de forêt, qui amènent plus que 50% à des dégâts annuels globaux. Le reste, évidemment, les périls primaires, comme tremblements de terre et puis les tempêtes sévères, ouragans, hurricanes. Et puis, de cette augmentation d'à peu près 8%, la plus grande partie, c'est dû évidemment à l'augmentation des valeurs, c'est aussi l'inflation, les coûts de réparation. Et puis, il y a quand même un chiffre résidu de à peu près 2%. Et puis ça, on ne peut pas expliquer comme ça. Peut-être c'est aussi lié au changement climatique. Mais évidemment, ça, c'est très concernant. Et puis ça, par exemple, aussi juste pour la France, ce n'est pas sur le transparent. Là, on avait des événements très graves de grêle, notamment dans l'année 2022. On a entendu ça aussi ce matin. Je me souviens très bien quand on parlait de Ella 2014, ça c'était vraiment l'événement de référence. On ne pensait pas qu'il y ait des tempêtes plus sévères et coûteuses que ces 700 millions d'euros de dégâts de cet événement Ella. Mais évidemment, on a vu en 2022, c'est augmenté, on avait un dégât sur property, disons sur des bâtiments de 3 milliards. Grâce à ces deux tempêtes, Kiara et puis Maya. Donc c'est un facteur 4 fois plus haut dans 10 ans, même pas. Et puis c'est pour ça on doit penser qu'un événement que Ella, ce n'est pas une perte de retour de 50 ans, mais plutôt au-dessous de 10 ans. Donc ça c'est très très concernant. Et puis la même chose aussi pour la France, pour la grêle. Initialement, les dégâts de 2022, c'était estimé à 4 milliards d'euros. Mais après, les pertes se développaient et puis on arrivait à la fin jusqu'à 6 milliards d'euros. Ce qu'on appelle en anglais un loss creep. C'est l'augmentation graduelle des pertes qui étaient estimées initialement jusqu'au chiffre final. Et puis ça, c'est concernant. Et puis ce n'est pas seulement en France, c'est aussi dans des autres pays. Mais on se demande pourquoi ça arrive. Est-ce qu'on ne comprend pas très bien ce qui est dans les portefeuilles? Est-ce qu'on n'a pas géocodé, comme assureur par exemple, les risques? Est-ce qu'on n'a pas une connaissance par exemple de la forme du toit, disons des attributs des bâtiments,
Est-ce qu'on ne connaît pas très bien la somme assurée qui augmente permanent? Certainement, est-ce qu'on a des empreintes performantes de l'événement qu'on peut calculer un dégât? Probablement pas. Et puis, est-ce qu'on connaît bien les fonctions de vulnérabilité? C'est là où on lie l'intensité de l'événement aux dégâts. Et puis, certainement aussi, tout le domaine avec ajustement des pertes. Est-ce que c'était tardif? Est-ce que c'était oublié? Mais comment on peut expliquer une perte de 4 milliards finie à 6 milliards? C'est la même chose en Italie aussi. On allait pour les grêles en 2023 de 2 milliards à 5 milliards. Bon, c'est presque le double, non? Et puis ça inquiète pas seulement les assureurs, mais je pense comme vous, comme assureur, la même chose. Et merci pour ce contexte. Et en effet, les pertes économiques liées au climat sont de plus en plus importantes et impactantes. C'est une belle introduction justement sur vos solutions. Comment vous pouvez aider justement les assureurs à maîtriser et à anticiper ces pertes liées aux impacts climatiques? Oui, alors moi je rejoins les chiffres qui sont donnés. Pour l'explication, on a une augmentation déjà physique des événements climatiques. On a un coût aussi avec l'inflation qui a fait qu'on a une espèce d'effet domino et qui démultiplie en fait l'ensemble des coûts. Et il y a tout un tas d'autres éléments. Non, sur le climat, nous, ce qu'on fait, c'est déjà essayer d'avoir une gestion plus proche de l'événement climatique, c'est-à-dire que tout ce qui est déclaré n'est pas forcément indemnisable. Et donc, bien évidemment, j'allais dire, il faut payer ce que l'on doit payer, ça c'est fondamental, tout ce que l'on doit payer, mais il faut aussi avoir cette capacité, peut-être analyser un peu plus finement en fait la déclaration sinistre pour voir si est-ce que c'était dû à l'événement climatique ou est-ce que c'est dû à autre chose, comme par exemple un manque d'entretien, de la vétusté et autres fraudes et choses comme ça, même si on part toujours du principe que le client est toujours de bonne foi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, par exemple, important. Merci beaucoup, Guillaume. On bascule du coup sur vraiment cette partie où Weather Claim Control intervient après le sinistre. Et on en viendra après sur justement l'ensemble de la chaîne du risque. Toi, Mehdi, donc, comment vous pouvez aider les assureurs à maîtriser justement ces pertes? Ouais, je rejoins complètement tout ce qui a été dit, et peut-être pour faire la jonction entre les deux, sur la maîtrise des coûts, justement, il y a deux leviers. Il y a un, détecter justement les cas qui doivent être indemnisés, mais il y a deux aussi, indemniser les cas graves qui, eux, peuvent s'aggraver. Donc typiquement, si on prend l'exemple de la grêle ou de la tempête, souvent dans les 48 heures qui suivent, il y a des précipitations, et donc il faut aller bâcher là où les dommages sont plus importants et où derrière, ça peut s'aggraver. De la même manière, sur la sécheresse, nous, des petites fissures peuvent devenir plus grandes, et du coup, les travaux qui devaient coûter 30 000 finissent par coûter 100 000. Donc c'est là où nous, je pense à l'instar d'un acteur comme Weather Claim Control, on est là pour voir dans cette masse de sinistres qui se déclarent du jour au lendemain, quelle est, entre guillemets, la partie qui peut se traiter à distance, potentiellement parce que à faible justement gravité, et quelle est celle où il faut prioriser l'intervention d'un expert, d'un couvreur ou justement toute autre partie prenante qui a son rôle dans la gestion du sinistre. Et du coup, c'est un peu ça l'enjeu, je pense, aujourd'hui, d'autant plus que ce qui est compliqué avec les sinistres climatiques, c'est ce côté imprévisible à la fois en fréquence et en gravité. Et donc, par définition, les équipes de gestion, mais tout ce qui gravite autour aussi, donc notamment les cabinets d'experts, les réparateurs, etc., sont sous-dimensionnés pour absorber ces événements d'ampleur. Merci beaucoup, Mehdi. Peut-être, David, un petit mot sur cette partie. Oui, alors, moi, je vais m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit. Je rejoins les trois collègues sur l'impact sur les coûts, les coûts opérationnels des risques climatiques. Je vais me concentrer sur un sujet qui est plus la prévention. Donc, comment peut-on aider à réduire les coûts en faisant des actes de prévention? Donc, sur un sujet qui est par exemple la grêle, on a vu que la mise en place de systèmes d'alerte le plus tôt possible pour prévenir des risques de grêle, et juste avant l'événement, quand on sait que la grêle va avoir un impact important avec des tailles de grêlons significatifs, a permis plusieurs aspects. D'abord, un taux de satisfaction des assurés. Donc ça, c'est l'impact opérationnel financier pas immédiat, mais enfin 70% des assurés consultés ont trouvé ces messages
et les messages de prévention comme pertinents. Par ailleurs, plus de 60% d'entre eux ont mis en œuvre les recommandations qui leur ont été envoyées, ce qui fait qu'on a cette fois-ci observé du point de vue de l'assureur des actions qui permettent de limiter les dégâts. Et alors après, c'est plus dans le pendant l'événement et juste après, ça permet aussi aux assurés de très vite faire leur déclaration de sinistre. Donc l'assureur peut anticiper, connaître son impact financier plus tôt et sur la base de ses sinistres précédents, mieux connaître la sinistralité globale par rapport à un événement qui vient de se produire. Merci beaucoup. En effet, la thématique aujourd'hui, c'est vraiment l'impact sur toute la chaîne du risque. Donc on en revient. Comment vos solutions s'intègrent concrètement dans la chaîne de risque et dans la gestion des sinistres. Prenons peut-être des exemples concrets d'événements climatiques que vous pouvez justement traiter et sur lesquels vous pouvez aider les assureurs à améliorer cette gestion de sinistres. Moi, je peux vous prendre l'exemple de la gestion, par exemple, d'une tempête. Nous, en fait, certes, on aide à gérer les sinistres climatiques quand ils sont déclarés, mais on a tout un processus d'accompagnement en amont des assureurs. C'est-à-dire que notre plateforme offre en fait un module de prévision, alors qui n'est pas le module qui est utilisé par Météo France. Météo France, ce sont 2 modèles de prévision. Nous, en fait, on a un métamodèle qui a 70 modèles mondiaux ensemblistes et qui en fait un métamodèle. On est les seuls à avoir ça, on fait ça avec Risk WeatherTech. Ça nous permet d'avoir une prévision très fine. Et on va accompagner, on a un processus avec tous nos clients d'alerte, où on va dire 5 ou 6 jours avant, on détecte quelque chose, et on accompagne tous les jours en disant ça se confirme ou ça s'infirme, parce qu'on n'est pas là pour crier au loup. Et donc on va les accompagner jusqu'au moment où la tempête se produit, et en temps réel, on émet en fait ce qu'on appelle une carte d'impact, c'est-à-dire qu'on a la capacité en fait à analyser en temps réel là où est véritablement passée la tempête, département par département, et on émet une carte qui va permettre aux assureurs de savoir quels sont les départements qui ont été touchés à 100% par la tempête. Et donc ça veut dire de pouvoir donner une réponse immédiate, mais aussi de voir que certains départements n'ont pas été touchés, et donc de nous interroger par la suite pour affiner en fait leur étude. Voilà. Donc c'est vraiment, on fait du bout en bout, c'est-à-dire de la prédétection avec nos métamodèles, l'alertage, l'émission de temps réel et le suivi après de l'ensemble. Voilà un petit peu. Donc ça marche plutôt très très bien. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter du coup et vous parler d'Weathermind, alors nous on intervient plutôt sur la sécheresse aujourd'hui. Et la sécheresse a 2 spécificités, je dirais. La première, c'est que le goulot d'étranglement, il est avant tout administratif, puisque c'est la publication d'arrêtés CatNat qui fait que derrière, le dossier peut être ouvert auprès d'un assureur, et souvent ces arrêtés ont tendance à tomber en même temps. Et la deuxième spécificité, c'est qu'aujourd'hui, sur les sinistres sécheresse, il y a systématiquement de l'expertise. Et dans 80% des cas, disons, de l'expertise sur site. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des délais de traitement qui sont très longs et de plus en plus longs. On est sur 6 mois en moyenne si c'est un sans suite, autrement dit si le sociétaire n'est pas indemnisé, 2 ans s'il y a une suite qui est donnée au dossier. Et donc nous, on est là pour essayer de digitaliser et d'automatiser autant que possible ce processus. Donc ce qu'on fait, c'est très simple. On permet aux sociétaires de prendre des photos de ces dommages, donc de ces fissures en l'occurrence. Et puis derrière, on a des blocs d'intelligence artificielle qui vont permettre justement d'analyser ces photos-là. Donc premier bloc de vision qui va détecter et sortir les attributs visuels pertinents de chaque fissure. Deuxième bloc qui va en prédire justement la cause et le niveau de gravité. Et puis derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on génère avec un 3e bloc d'IA un argumentaire technique à la manière d'un expert pour expliquer pourquoi ce cas-là ne relève pas de la sécheresse ou, à contrario, pourquoi on pense qu'il faut envoyer quelqu'un sur site et très rapidement. Et donc, ce que ça permet justement à nos clients assureurs, c'est la possibilité de délivrer au final un meilleur service à un moindre coût, meilleur service puisqu'on passe de ces 6 mois à 3 jours en moyenne, et des, on va dire, frais d'expertise habituellement imputables lors d'un déplacement sur site à justement des frais 3 fois moindres puisque derrière on va pouvoir gérer à distance. Et donc c'est un ROI instantané et en même temps ça permet aux sociétaires dans la plupart des cas de passer à autre chose plus rapidement. Et une satisfaction de ton client final. Merci beaucoup Mehdi.
David, peut-être sur la partie gestion sinistre. Alors, non, en fait, la gestion sinistre, je pense que c'est plus, en l'occurrence, Guillaume qui en a parlé, mais donc nous, ce qu'on observe en dehors de l'intérêt de faire de la prévention, ce qu'on observe aussi, c'est l'utilisation de toutes les données qu'on peut avoir aujourd'hui pour faire une meilleure souscription, une meilleure tarification. Donc, nos clients, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un besoin de plus en plus de dire, OK, il y a énormément de données, comment je fais pour intégrer ça dans mon processus de souscription, soit par des outils adaptés auprès des souscripteurs, soit par l'intégration via des API dans leur processus, et jusqu'à, pourquoi pas, influencer la tarification sur différents scénarios, use case. On a pu voir que le climat, par exemple, peut influencer la tarification d'un trajet à la demande. Si on parle d'assurance mobilité, on va savoir que faire la route entre Niort et Paris aujourd'hui risque d'être plus pluvieux que demain, a priori. Voilà. Ouais, nous, évidemment, comme réassureur, on s'intéresse plutôt pour des portfolios. Dans l'industrie, on a des modèles probabilistiques ou bien ce qu'on appelle aussi CAT models. Donc, c'est des modèles qui fonctionnent d'une façon géophysique. Ils simulent les champs de précipitations, par exemple, et après spillover dans des rivières et puis l'inondation. On fait la même chose pour des tempêtes de grêle, tremblements de terre, tempêtes d'hiver, incendies de forêt. Et puis, on aide à l'industrie, pas seulement les assureurs, mais plutôt aussi les banques, les corporates et puis aussi des instituts gouvernementaux, de comprendre meilleur le risque. N'importe où au monde, à n'importe quelle coordonnée, on les donne tout de suite une vue globale d'à peu près 12 catastrophes naturelles. Et puis ça aide évidemment à risk selection, ou la sélection des risques, risk assessment. Et puis après, on a des outils additionnels qu'on utilise nous-mêmes aussi pour la tarification. C'est là où on prend les simulations des tempêtes et tout ça pour l'assureur de comprendre qu'est-ce qu'il faut au minimum comme prime pour couvrir le risque, mais avec une vue de à peu près 1000 ans. Donc, comment je peux couvrir un dégât, 1 sur 1000 ans, sur un portefeuille. Et puis on fait aussi consulting, surtout sur ce qui est changement climatique, ce qui est sustainability. Donc, c'est pas seulement on donne des outils à nos clients, mais on les aide aussi vraiment de comprendre les risques et puis après mitiguer ou manager le risque en fonction de ça. Très clair. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces précisions. Je souhaiterais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans les 12 prochains mois en ce qui concerne la maîtrise des pertes et l'impact du climatique dans la chaîne du risque? Moi, j'ai un point d'interrogation, en fait, et qui me travaille de plus en plus sur les 12 prochains mois. C'est la fiabilité des modèles de prévision et des alertings. C'est parce que moi, on est souvent sur les plateaux, donc on entend ce que disent les clients, et on entend beaucoup des gens qui font des déclarations de sinistres, alors que ça n'a pas soufflé, ou qu'il n'y a pas eu de grêle, ou qu'il n'y a pas... Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Ils nous disent, oui, mais enfin, vous nous avez envoyé un SMS où j'ai vu à la télé que ça a énormément soufflé. Et dans nos courbes, nous, on a fait un peu plus maintenant de 3 millions de réanalyses de sinistres pour nos clients. On voit en fait des pics de déclarations non opportunes qui se produisent. Et la question que je me pose, c'est en réalité, est-ce qu'il n'y a pas un effet boomerang, un effet retour, à faire énormément d'alertes, sachant qu'un modèle prévisionniste, ça reste quand même assez fin à voir. On a fait une réanalyse sur 20 ans. Bon, je ne vais pas donner les chiffres ici, mais en fait, c'est très compliqué d'avoir véritablement une bonne vision de ce qu'il va se passer en termes de prévision. Voilà, on peut avoir une vision un peu globale, mais faire une sélection à la commune, etc., c'est très très complexe. Donc la question, c'est faire aussi attention de ne pas donner quelque part des impulsions qui pourraient régénérer en fait ce qu'on appelle des sinistres d'opportunité. Voilà, ça c'est un point qui me travaille un petit peu en ce moment. Donc
Comment aider les assureurs voilà, à cette meilleure maîtrise? Peut-être pour compléter, alors plus qu'une interrogation, je pense qu'aujourd'hui on est à un moment justement intéressant aussi pour l'industrie, et je préfère plutôt parler d'opportunités. À mon sens, c'est aussi le bon moment pour les assureurs à la fois pour repenser leur vision risque et la manière dont ils interagissent avec leurs sociétaires. Donc la vision risque aujourd'hui, ce qu'on voit sur le climatique, c'est qu'en effet, on se base beaucoup sur des données historiques qu'on essaie d'extrapoler, et on voit la limite justement de ça. On se base de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose, sur des acteurs justement comme Weather Claim Control ou Risk WeatherTech qui vont offrir justement une vision sur les facteurs exogènes de plus en plus fine. Maintenant, ce qui manque justement à cette grille risque, c'est plutôt une vision sur les facteurs endogènes, autrement dit la résilience du bien assuré, parce que nous, ce qu'on voit typiquement sur la sécheresse, on prend une zone avec un niveau de risque donné, 2 maisons côte à côte, c'est le mode constructif qui va faire qu'in fine, ça va coûter, on va dire, 30 000 euros ou 100 000 euros. Et donc, on se rend compte typiquement que la forme de la maison, le nombre d'étages, est-ce qu'il y a un sous-sol ou pas, ça joue. Le fait qu'il y ait un arbre à côté ou pas, ça joue. Exactement. Donc, c'est ces éléments-là, je pense qu'il faut qu'on intègre, qu'on aide en tout cas les assureurs à intégrer dans leur vision risque, pour derrière mettre en place justement une gestion du risque qui soit plus proactive avec la prévention, même si la difficulté avec la prévention, c'est toujours la même, c'est d'avoir un retour sur investissement. Et je rejoins Guillaume sur le fait que la prévention diffuse à ses limites, et du coup on ne peut pas y mettre beaucoup de moyens. Par contre, si demain, moi en tant qu'assureur, je sais que dans mon portefeuille, j'ai cette commune-là où il y a un épisode de sécheresse qui est en train d'avoir lieu, et j'ai cette maison-là qui est plus exposée que d'autres de par son mode constructif, là j'ai peut-être une incentive financière à financer une réhydratation des sols qui va me coûter 5-10 000 euros, mais qui va m'éviter les 30-50 000 euros de sinistre. Et ça permet aussi de rendre le sociétaire acteur aussi de son risque et d'induire une relation nouvelle positive et pas uniquement négative et punitive après le sinistre comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, je n'ai pas d'inquiétude particulière non plus. Je dirais qu'un des enjeux qui rejoint ce que vient de dire Mehdi, finalement, ça va être de dire en quoi plus de données et de la bonne donnée, parce que c'est pas toujours facile de l'avoir, va permettre une meilleure efficacité des mécanismes de prévention. Donc, à l'instant, Mehdi parlait d'intervention préventive dans le cadre de la sécheresse. Nous, ce qu'on observe, c'est que l'alerting ne doit pas être effectivement trop massif, il doit être ciblé, et le meilleur ciblage va correspondre à l'intégration de la donnée, par exemple, de sinistralité antérieure, d'exposition du client, enfin dans ce cas de l'assureur, à une zone donnée par rapport à un risque qui est en train de se matérialiser, même si c'est vrai que le climat ou la météo n'est pas toujours ultra précise. Si on a atteint un niveau de fiabilité de 80% sur un événement climatique qui va avoir lieu, faire des actions de prévention qui vont être suivies à plus de 60% par les assurés permet de faire des économies substantielles. Donc pour moi, l'enjeu tel que je le vois au travers des différents acteurs avec qui on discute, c'est finalement de bien avoir le maximum de données et de croiser cette donnée de manière efficace pour pouvoir faire des actions, des messages de prévention qui vont être très personnalisés, quasiment personnalisés à l'assuré en fonction de sa situation spécifique. Et puis je crois pour moi il y a 2 composantes à cette question. La première, c'est la difficulté de l'assureur. Il y a tout le monde qui doit grandir, les assureurs, d'une façon profitable. À l'autre côté, on a une augmentation des pertes, pas seulement liée à une augmentation des valeurs, mais peut-être aussi un élément de changement climatique. Donc, comment vous pouvez grandir si l'environnement est plus instable et puis beaucoup plus de risques? Donc, la seule façon de comprendre ça et puis d'être meilleur, c'est vraiment de comprendre les risques. Et puis la deuxième partie, c'est le développement adverse des pertes. Par exemple, si on s'imagine, ça continue à pleuvoir comme dehors maintenant pour une semaine en France, une moitié de la France. Et puis vous nous dites, vous estimez un dégât de l'industrie de 2 milliards. Est-ce que ça veut dire peut-être dans une année, ces 2 milliards sont tout de suite, je ne sais pas, 10 milliards? Et puis c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne avec Bernd, l'inondation Bernd 2021.
Là, l'industrie a estimé 6 milliards de pertes de cette inondation, et puis une année plus tard, c'était à 13 milliards. Donc c'est de nouveau un facteur double. Donc c'est vraiment pour nous, et puis on va vous aider à vraiment comprendre les risques. What is at risk? On dit en anglais, mais autrement, ça devient de plus en plus difficile parce que vous voulez grandir, non? Vous avez la pression de grandir et puis d'être profitable. Par nous, on va vous aider si on peut. Merci beaucoup. Au regard de tout ce que vous nous dites et justement des enjeux et des questions que vous pouvez vous poser justement en tant que solution innovante et également en tant que réassureur, quelles sont pour vous les perspectives en matière aussi d'innovation pour améliorer cette maîtrise, cette gestion de sinistres et cette chaîne du risque au regard des événements climatiques? Nous, dernièrement, en fait, on a émis, et je dis ça pour Roman, réassureur, on a émis pour les assureurs un certificat de bonne gestion des éléments climatiques. C'est-à-dire qu'on certifie qu'un assureur, qui a eu, imaginons, 50 000 sinistres climatiques, a analysé l'intégralité sur des données réelles et certifiantes, puisqu'on est certificateur, et qu'il a bien réussi à trouver X%. En règle générale, on est à 35% de rejet d'éléments finalement qui ne donnaient pas lieu à indemnité. Et je pense aussi que ça, c'est notre manière, nous, d'aider les assureurs vis-à-vis des réassureurs pour montrer que les assureurs ont aussi une gestion en bon père de famille. On dit souvent qu'un client doit avoir une gestion en bon père de famille, un assureur aussi. Encore faut-il qu'il puisse le prouver. Donc nous, vis-à-vis de Roman, et là on a édité... je veux dire, en ce moment, c'est le moment ou jamais, des certificats qui ont été présentés aux réassureurs par nos clients en disant, voilà, moi j'ai réussi à avoir un portefeuille propre, et ce que je vous présente, c'est bien analysé, c'est nickel. Ça, c'est important. Voilà. Donc, ça fait partie des choses. Je ne sais pas si je pense que ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Même Swiss Free s'assure encore. Donc, ça s'appelle Rétro, ou bien aussi les marchés capital avec des banques, catastrophe bonds, des choses comme ça, parce que certains types de risques, pour nous-mêmes, sont trop larges. Et puis, on ne peut pas s'assurer avec nos concurrents, parce qu'eux, ils ont les mêmes risques aussi. Et puis ça, c'est vraiment des scénarios comme tremblement de terre en Californie, puis ouragan massif à Tokyo, ou tremblement de terre en même temps qu'un ouragan. C'est des scénarios comme ça, c'est tout à fait possible. Pas demain, mais peut-être après-demain. Donc moi je pense que c'est toute la chaîne de l'assurance, commençant du propriétaire d'une maison jusqu'au cat bond. Il y a tout le monde qui doit connaître les risques et puis travailler ensemble. Et puis si vous avez des certifications pour des assureurs, je pense que ça aide, évidemment. Ça aide. Je crois. Ouais. Peut-être juste pour compléter, justement, je pense qu'on a de nouveaux risques. On a aussi de nouveaux leviers à disposition, puisqu'on vit aujourd'hui une accélération, on va dire, avec l'intelligence artificielle. Et on voit bien que, même si ce n'est pas la solution à tout, ça peut aider sur différentes parties justement de la chaîne de valeur. Et ce qu'on voit par contre comme shift, je pense, c'est de par l'acculturation qu'a permis la révolution de GenAI aussi dans les différents métiers de l'assurance, c'est des acteurs qui s'ouvrent de plus en plus à des solutions technologiques externes. Et donc ça passe par une culture et une volonté d'innover qui est plus forte, mais ça passe aussi par une architecture ici qui aussi a évolué pour pouvoir accueillir via API justement des solutions externes et donc pouvoir sur chaque partie justement de la chaîne de valeur aller chercher les spécialistes quand il y en a. C'est clair. David Alors, je rejoins tout ce qui a été dit et sur le dernier point que Mehdi a soulevé, finalement, un sujet qui est intéressant, c'est effectivement, on revient sur la donnée et la disponibilité d'une meilleure donnée. On voit qu'il y a une tendance de fond vers le fait d'ouvrir les modèles européens d'une manière générale sur le climat, mais pas uniquement. Et donc, cette tendance qui dit on va donner aux citoyens, et donc au travers des citoyens, aux sociétés qui sont composées par la société privée, les moyens d'avoir accès à de la donnée qui va permettre une cohésion entre les différentes briques de la chaîne de valeur.
Et donc, peut-être une meilleure gestion du risque, que ce soit en amont, pendant, en aval, et en réassurance, bien entendu. Donc, c'est vraiment une tendance de fond qui est positive et qu'il faut continuer à encourager globalement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette partie ? Sur la partie précisément justement les perspectives en matière d'innovation ou même sur le sujet global de la conférence ? Non, on continue à faire de la modélisation chez nous, voilà, de l'innovation. Il y a encore énormément de choses à faire dans le climatique. Donc, Oui, peut-être il faut savoir aussi, évidemment, un contrat d'assurance, c'est 1 année, peut-être 3 ans. Mais si on parle avec des banques, évidemment, les hypothèques, ça c'est 15 ans, 20 ans. Bon, des fois, c'est seulement 5 ans. Mais par exemple, les banques, ils ont une vue complètement différente des assureurs envers le changement climatique. Pour eux, c'est essentiel de comprendre, par exemple, les zones d'inondation d'aujourd'hui. Il faut déjà comprendre ça. Et puis après, il faut des zones d'inondation dans 20 ans pour la même maison. Est-ce que c'est dedans aujourd'hui déjà ou ça va être dans une zone d'une perte de retour de 50 ans dans l'année 2050, par exemple? Donc, eux, ils pensent complètement différent. Ils pensent aussi au risque, par exemple, dans un portefeuille où il y a les hypothèques qui ne sont pas répayées, par exemple, parce qu'il y avait un dégât majeur ou même total. Mais là, je crois que les assurés peuvent aussi profiter, par exemple, des banques d'une vue un peu plus long terme sur les risques. Et puis, il y a tout le monde qui sait, oui, on a un portefeuille stable, oui, mais c'est peut-être pas le meilleur portefeuille, mais on comprend aussi que vous ne pouvez pas changer le contenu ou les polices chaque année, parce que même l'assurance, c'est aussi un business à long terme. Mais pour les banques, encore plus. Juste pour ajouter quelque chose, là c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'aggravation des pertes. Je pense qu'il faut quand même garder un message positif. Et surtout pour le secteur, je pense que c'est à nouveau une opportunité unique pour réaffirmer son utilité sociale, plus que jamais. Et derrière, pour aider à construire justement cette vision, on va dire, cette société plus résiliente demain face aux risques climatiques, puisque c'est au final les assureurs qui sont aussi au contact de ces risques et qui vont pouvoir infuser derrière la politique publique, les comportements de chacun, etc., etc. Évidemment. Merci beaucoup. Il reste quelques minutes s'il y a des questions dans le public pour nos 4 experts ici. Est-ce que c'est la pluie qui... On voit rien, en plus nous on est éblouis. Mais s'il n'y a pas de questions, en tout cas un grand merci pour cette intervention très constructive. Et en effet, on part sur une bonne note justement d'opportunité. Et s'il y a des questions aussi, n'hésitez pas à aller voir les différents intervenants sur leur stand au sein du salon. Merci. Merci. Merci beaucoup.